Mesdames, Messieurs, bienvenue à Encore Jeune, ici Jean-Paul Moreau. Cette semaine, on va parler, entre autres, de biochimie et de biophysique et de biomécanique. Et oui, très intéressant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous savez ce dont il s'agit exactement, mais on va recevoir le docteur Julie Nantel de l'Université d'Ottawa, qui est une des spécialistes dans le domaine et qui va nous expliquer comment est-ce que nos doigts, nos membres, etc., bougent et pourquoi et comment faire qu'ils bougent bien. Bonjour, Julie Nantel. Bonjour, Ça va bien? très bien, merci. Vous? Absolument, très très bien, Julie. Écoutez, vous me semblez en pleine forme. Alors, on va parler justement de forme physique parce que c'est votre spécialité, semble-t-il. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on apprenne à vous découvrir un peu davantage. D'où vous venez, où avez-vous étudié et pourquoi est-ce que vous avez opté évidemment pour le maintien physique avant tout? Excellent. Je suis de Montréal et donc j'ai fait mes études à l'Université de Montréal, une maîtrise en biomécanique et un doctorat en biomécanique. En fait, j'ai étudié à la maîtrise sur l'obésité et les impacts de l'obésité sur le contrôle postural et la locomotion, donc sur la mobilité fonctionnelle. Et ensuite de ça, je me suis réorientée pour, au doctorat, étudier les effets de différents types de chirurgie au niveau de la hanche, donc des prothèses de la hanche, sur l'impact suite à l'opération, sur la locomotion et la posture, et le retour aux Hmm. activités physiques normales. Suite à mon doctorat, Suite à mon doctorat, j'ai donc été à l'université Stanford en Mhm. neurologie et neurosciences. Et j'ai là, en fait un petit cheminement, donc le pont entre la biomécanique et le contrôle moteur et la neurologie. Et j'ai étudié, en fait, les effets de la maladie de Parkinson sur la posture et la locomotion. Donc, en fait, le lien entre la Hmm. maîtrise, le doctorat et le postdoctorat, c'est vraiment l'idée, en fait, d'étudier vraiment tout ce qui est contrôle postural et la locomotion comme telle. Pourquoi est-ce que ça vous a passionné de vous attacher à ce domaine-là en particulier? Il y a des raisons personnelles, il y a des raisons familiales, il y a des raisons, comment je dirais, d'observatrice comme telle de la nature humaine et des étudiants autour de vous dont vous avez remarqué des particularités, entre autres. Mais en fait, l'activité physique comme telle et donc la locomotion, qui est une activité physique qu'on fait à tous les jours, euh, c'est justement parce que c'est une activité de tous les jours et c'est une activité en fait qui fait qu'on peut interagir avec notre entourage et fonctionner dans la société. Donc, l'idée, en fait, c'était, je suis une personne qui est très sportive à la base. Et à ce moment-là, pour moi, la biomécanique, c'était une façon de vraiment pouvoir étudier le mouvement de façon très concrète. Et ensuite de ça, en regardant plus ce qui est contrôle postural et locomotion et l'effet du vieillissement sain ou du vieillissement pathologique sur la locomotion et la posture, en fait, c'était pour moi faire le lien entre ma passion pour l'activité physique et la biomécanique, et ensuite de ça, plus le contrôle moteur comme tel. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement au niveau familial vraiment un lien avec ce qui m'a amené à faire ce type de recherche-là, mais plus un intérêt personnel sur le mouvement humain, comment on le contrôle et comment, quand on n'est plus capable de le contrôler, ce que ça peut avoir comme impact sur notre indépendance. Le mouvement humain, c'est très, très large. Je pense, par exemple, simplement au fait que je bouge mon poignet. Présentement, vous ne le voyez pas, mais bon, je bouge mon poignet. Ou encore que j'ai une posture assise pour vous parler. Ou encore que, je ne sais pas, moi, les sourcils lèvent au moment pour approuver ce que vous dites. C'est tout des mouvements dont, générés par le corps, bien entendu, qui ne sont pas nécessairement non plus, comment dirais-je, voulus. C'est presque des automatismes. Il y a des mouvements
que l'on fait et que l'on veut faire, mais il y a des mouvements aussi qui sont presque des automatismes. Est-ce que cette distinction-là est à la base même de toute l'étude que l'on fait sur le mouvement et la posture et le mouvement? Oui, mais en fait, si on pense à la locomotion, par exemple, évidemment, dès qu'on est en très, très bas âge, on commence à essayer de se lever et commence à faire des mouvements pour se déplacer. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il y a un apprentissage de cette activité-là, mais cette activité-là, très rapidement, devient quelque chose qu'on utilise vraiment à tous les jours. Et donc, longtemps, on a pensé que la locomotion comme telle était vraiment une activité qui était complètement automatique, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'y penser, on peut juste décider de marcher et on marche un pas après l'autre et ça se fait de façon automatique. Mais on se rend compte que c'est plus que ça, c'est-à-dire que dans l'environnement dans lequel on évolue, c'est-à-dire quand on marche dans la rue, par exemple, évidemment, il y a beaucoup d'objets auxquels il faut faire attention. Il y a beaucoup de signes, par exemple, donc les panneaux de signalisation, une lumière rouge à laquelle il faut que j'arrête, les voitures qui passent rapidement. Et à ce moment-là, il y a une certaine part d'attention également qui est demandée quand on fait une activité qui est dite automatique. Et à ce moment-là, ce qu'on sait, c'est qu'avec l'âge, ce qui se passe, c'est que ces automatismes-là, justement, quand on marche et qu'on doit porter attention à notre environnement, tranquillement, c'est ce qu'on appelle une double tâche. Et une double tâche, les humains, de façon générale, pensent qu'ils sont très, très bons à faire des doubles tâches, mais on n'est pas si bon que ça. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, stressée une journée ou si je suis je sais pas, je pense à d'autres choses, j'ai plein de choses qui me sont arrivées. À ce moment-là, peut-être que je ne porterai pas autant attention à ce qui est dans mon environnement. Et à ce moment-là, ça devient une double tâche qui est très, très exigeante. Et ça peut avoir un impact soit sur la tâche cognitive que je suis en train de faire, donc me repérer dans l'espace et essayer de faire attention à ne pas me faire frapper par une voiture, ou ça peut, de l'autre côté, avoir un impact sur la tâche motrice, c'est-à-dire peut-être que je vais devoir réduire ma vitesse de marche ou même peut-être que pour les personnes avec le Parkinson, par exemple, peut-être que ça va faire en sorte que je serai plus capable d'avancer du tout. Ce qu'on appelle un blocage moteur à la marche. Donc, oui, il y a une portion qui est automatique, mais il faut faire aussi, dépendamment de l'environnement dans lequel on évolue, ça devient souvent une double tâche. Il faut faire attention à ces doubles tâches-là. Eh, tout à fait. Est-ce qu'à 60 ans, on apprend encore, physiquement parlant? C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que si, par exemple, vous avez jamais patiné de votre vie et que je vous dis, bon, ben, cette année, c'est l'année du patin à glace et que je vous mets sur des patins à glace, évidemment, au Canada, les gens, de façon générale, savent patiner, mais vous pourriez très bien l'apprendre à partir de 60 ans sans aucun problème. C'est-à-dire que oui, vous auriez peur de tomber, par exemple, et la peur de tomber ferait en sorte que vous seriez plus craintif et peut-être que l'apprentissage serait plus lent. Par contre, vous Mhm. seriez totalement capable, même à 60 ans, d'apprendre une nouvelle activité physique ou un nouveau type de mouvement, par exemple. Donc, oui, très certainement. On sait que le corps humain vieillit, donc les articulations se raidissent un tout petit peu avec l'âge, bien sûr, ou le manque d'exercice, parce que ça aussi c'est important, mais en tout cas que le corps vieillit de toute façon. Donc, est-ce que ça, c'est un élément clé aussi pour non seulement prendre conscience de son corps, prendre conscience de sa motricité en tant que telle, ou de ses capacités motrices en tant que telle? Est-ce que c'est le premier élément? En fait, c'est important de savoir nos limites. Donc, est-ce que nos limites sont attentionnelles, par exemple? Est-ce qu'on sait que quand on se met dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup de gens, on a de la difficulté à se concentrer et là, on est à plus grand risque de chute, par exemple? Et connaître ces limitations également au niveau, justement, vous parlez du niveau articulaire, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez des problèmes de genoux qui vous donnent beaucoup, beaucoup de douleur, par exemple, à ce moment-là, c'est clair que vous allez éviter les activités qui sont très répétitives avec des très grands chocs au niveau du sol.
Donc, oui, il faut faire attention à ses limites, mais souvent, je pense que les gens ont des limites fictives, c'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure d'apprendre des nouveaux mouvements, et ça, je pense que c'est important même avec le vieillissement, de pas juste faire les activités avec lesquelles on est confortable, mais des fois de pousser ce niveau de confort-là, se pousser hors de cette zone de confort-là pour apprendre d'autres activités, apprendre d'autres mouvements. Je pense par exemple au tai chi, à la danse. C'est des activités qui peut-être certaines personnes ont jamais eu d'intérêt pour ce type d'activité-là, mais ça peut être des activités qui sont intéressantes justement pour apprendre des mouvements plus lents, par exemple avec le tai chi, ou apprendre à faire des mouvements que l'on ne contrôle pas toujours. En danse, par exemple, si on danse en duo, à ce moment-là, souvent, il va falloir vraiment essayer de combiner nos efforts pour avoir l'air le plus Mhm. gracieux possible. Et à ce moment-là, c'est un apprentissage qui est assez important au niveau moteur, comme au niveau attentionnel. Si je danse avec ben, pas en ce moment à cause de COVID, mais si je danse avec des gens qui évoluent autour de moi également, il faut faire attention aux déplacements. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'aspects attentionnels et connaître l'environnement dans lequel on évolue. Donc, voilà, je pense que c'est important de pousser un petit peu ses limites, essayer de découvrir peut-être d'autres activités physiques, d'autres types d'activités qu'on n'a pas toujours eu l'envie peut-être de regarder ou peut-être par manque de curiosité des fois également. Corrigez-moi, et juste avant qu'on aille à la pause, il nous reste à peu près 10 minutes pour aller à la pause. Euh, Corrigez-moi, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un lien extrêmement important aussi entre la conscience neurologique et l'activité physique. Il y a des connexions de haut en bas qui se font inévitablement. Est-ce que, rapidement, on va revenir sur le sujet s'il faut, mais est-ce que effectivement c'est le cas? Oui, c'est le cas, évidemment. Je parlais de tout ce qui était attention quand on fait des mouvements comme tels. Donc, pour effectuer un mouvement, j'ai besoin d'une commande motrice qui va venir justement Mhm, du cerveau. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que toutes les fonctions cognitives, en fait, sont aussi importantes avec le vieillissement de garder en meilleure santé possible, autant qu'on essaie de garder notre corps en meilleure santé possible. Parce que ce qu'on sait, en fait, c'est que quand il y a une diminution au niveau cognitif, quand on a une perte au niveau de la mémoire, une perte au niveau de l'attention, etc., ce qu'on voit souvent, c'est le même phénomène au niveau moteur. C'est-à-dire que la personne qui a tendance à avoir un déclin cognitif va avoir tendance aussi à avoir la même progression au niveau d'un déclin moteur. Et on sait très bien, à l'inverse, si quelqu'un fait de plus en plus d'activité physique et augmente sa fonction motrice, on voit aussi une amélioration au niveau de la fonction cognitive. Et ça, souvent, ça peut très certainement avoir un lien aussi avec le fait que la personne se sent plus autonome et à ce moment-là se déplace mhm. plus, voit plus de gens, a une meilleure vie sociale également. Donc, on ne peut jamais regarder en silo ce qui se passe au niveau du corps humain parce qu'on s'en sort pas. C'est pas juste les muscles qui font le travail, c'est les muscles avec le système nerveux central, avec tout l'aspect socio-émotionnel et socio-affectif, etc. Donc, c'est regarder ça en silo très, très précis serait toujours, en fait, oublier de regarder une partie de l'équation, si Mhm, on veut. mhm. Tout à fait. Alors écoutez, Julie, si vous permettez, on va faire une courte pause et on va tout de suite vous revenir, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bien sûr, nous sommes de retour à Encore Jeune et on parle avec Julie Nantel. Julie Nantel qui est une spécialiste de la motricité. J'ai envie de vous appeler comme ça, Julie. Je pense que vous ne contesterez pas le titre, effectivement. Et vous êtes aussi, et bien entendu, professeur à l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce qui vous a amené à l'Université d'Ottawa et particulièrement de travailler justement dans l'activité, le département d'activité physique, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'université, je pense? Oui, l'école de l'activité physique, exactement. C'est ça, exactement, tout En à fait. fait, Et alors donc, allez-y.
Non, j'allais dire, suite à mon doctorat à l'université de mon postdoctorat, pardon, à l'université de Stanford, euh, l'idée, en fait, c'était de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire la biomécanique. Et en fait, mon stage postdoctoral m'avait amené à travailler avec les personnes avec le Parkinson. Et donc, l'idée, c'était Mhm. de revenir au Canada et en poste à l'Université d'Ottawa. Et j'ai un poste justement à l'École des activités physiques, à la faculté des sciences de la santé, pardon. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'était vraiment de reprendre tout ce qui était aspect biomécanique et contrôle moteur au niveau du vieillissement sain et pathologique dans la maladie de Parkinson. Et voir en fait comment Tout à on fait. peut essayer d'amener ces populations-là à être le plus actifs le plus longtemps possible, être le plus indépendant le plus longtemps possible. Avant qu'on parle justement de Parkinson, parce que je trouve ça très intéressant, parce que c'est pas un mal du siècle, mais disons que c'est un mal important ceci, pour ce siècle-ci. J'aimerais peut-être savoir une chose. Le milieu de l'éducation à ce niveau-là, au niveau de la motricité, bien sûr, le niveau d'éducation entre les États-Unis, on a la perception d'être très axé sur l'activité physique, peut-être que je me trompe, et nous autres. Est-ce qu'il y a un grand écart entre les deux styles ou les deux approches et les deux styles d'études? Vous voulez dire du type d'études qu'on fait sur l'activité physique entre le Canada et les États-Unis? Oui, c'est ça. Je vous donne un exemple. La plupart des universités aux États-Unis, Stanford ou Minnesota ou peu importe, ont toujours un programme d'activité allié ou attaché à leur université, que ce soit le football, que ce soit le tennis particulièrement, la natation aussi, il ne faudrait pas l'oublier aussi. Je n'ai pas l'impression que c'est la même tradition que l'on a ici à l'Université d'Ottawa, Concordia, McGill, l'Université de Montréal, par exemple. Non, en fait, au Canada, on a des programmes très forts en activité physique, que ce soit, dépendamment de l'appellation, on l'appelle kinésiologie, ici à Ottawa, on l'appelle Hum. sciences de l'activité physique. Mais on a des programmes qui sont très, très forts et très axés sur la recherche également. Donc, je ne suis pas certaine de pouvoir faire une comparaison entre ce qu'on fait aux États-Unis et au Canada, mais au niveau de la recherche sur l'activité physique et au niveau de la recherche sur l'impact de l'activité physique comme telle sur différents types de populations, le Canada se positionne particulièrement bien, je dirais, au niveau même mondial. Mhm, mhm. Hum. Parkinson, allons-y avec la Parkinson. Comment est-ce que vous la définiriez, la maladie de Parkinson? En fait, la maladie de Parkinson, la plupart des gens, la première chose qui leur vient en tête quand on parle de Parkinson, c'est vraiment les tremblements. Mais c'est une maladie, en fait, qui touche plusieurs systèmes au niveau du corps humain. C'est-à-dire que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est neurodégénérative, et Mhm, donc pour laquelle présentement on n'a pas de, on n'est pas capable d'arrêter la progression de la maladie comme telle. On n'a pas de cure pour le Parkinson. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est traiter les symptômes. Et c'est ce qu'on fait assez bien présentement. Par contre, puisque ça touche plusieurs systèmes au niveau de cette maladie-là, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs types de patients différents. Donc, si j'ai 10 personnes atteintes de Parkinson devant moi, chacune de ces personnes-là va avoir des signes et symptômes qui vont être plutôt différents les uns des autres. Donc, certains avec des tremblements principalement, d'autres avec des problèmes de chute, des problèmes de locomotion, ou d'autres qui ont des problèmes, en fait, ce qu'on appelle les blocages moteurs à la marche, c'est-à-dire qui, quand ils veulent marcher, sont capables peut-être d'initier le mouvement, mais tout à coup vont s'arrêter en plein milieu de leur activité et seront plus capables de progresser vers l'avant. Donc, c'est une maladie qui est très hétérogène au niveau du type de symptômes que les gens peuvent avoir. Donc, quand mhm. on dit hétérogénéité au niveau d'une maladie, on dit aussi complexité, complexité de la maladie, mais complexité également au niveau des traitements qui sont possibles et qui sont efficaces pour chacun des types de personnes qu'on rencontre. Tout ça aussi, c'est en lien, je suppose, avec l'environnement dans lequel les gens vivent. Ou est-ce que la Parkinson, ça arrive de façon
inopiné ou est-ce que c'est un processus qui est graduel, justement, par exemple, dû aux mauvaises conditions de vie, dû à la mauvaise alimentation, dû au manque d'exercice, dû à X, Y facteurs. En d'autres mots, ça n'arrive pas inopinément, ça, quand même, non? En fait, la première chose à dire, c'est que c'est une maladie qui arrive très souvent à partir de 60-65 ans. Donc, on la diagnostique Mhm. à partir de ces âges-là. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas des gens qui ont pas un diagnostic avant ça. On a aussi un autre type de patients qui peuvent être diagnostiqués dès l'âge de 40 ans, qu'on pense à Michael J. Fox, par exemple, un Mhm. exemple très connu. Mais de façon générale, c'est une maladie qui vient avec la progression de l'âge. Au niveau au niveau des raisons pour lesquelles certaines personnes ont le Parkinson et certaines personnes, même dans les mêmes familles, n'ont pas le Parkinson, euh, on n'a pas encore toutes les réponses, mais il peut très certainement avoir un impact au niveau de l'environnement. Donc, on sait que le Parkinson, par exemple, chez les personnes les agriculteurs, par exemple, agricultrices, Mhm. Mhm. qui sont exposés à des produits chimiques, par exemple, ont certains risques plus élevés, en fait, d'avoir la maladie de Parkinson. Donc, comme tel, c'est une maladie on n'est pas capable de dire qu'on a vraiment une raison très spécifique. C'est plusieurs facteurs qui sont déterminants dans le développement de cette maladie-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui est développée avec l'âge comme tel. Est-ce que justement, parce que bon, à notre époque, on a tendance à croire à la médecine, qu'elle soit biomécanique ou chimique, un peu miraculeuse. Est-ce que justement, il y a de tels progrès de la recherche qui permettent justement à la Parkinson, par exemple, un peu comme dans le même style que pour la maladie d'Alzheimer, est-ce que justement, euh, il y a des recherches tellement poussées qui nous permettent justement d'améliorer de beaucoup le sort des gens qui en souffrent de l'une ou l'autre, mais dans votre cas, évidemment, c'est Parkinson. En fait, il y a beaucoup de recherche qui est faite sur la maladie de Parkinson. Recherche fondamentale, c'est-à-dire au niveau des neurones tels quels, Mhm. mais également au niveau du développement de thérapies très spécifiques. Euh, mais oui, on a beaucoup de recherche qui est faite au Canada, beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur le Parkinson au Canada, que ce soit au niveau du modèle animal, ou à l'autre extrême, en fait, les gens qui travaillent plus en clinique, Mhm. vraiment avec les patients, et également ce qu'on fait nous au laboratoire, c'est-à-dire essayer de garder la mobilité la plus fonctionnelle possible, c'est-à-dire travailler avec les gens pour s'assurer qu'ils puissent se déplacer de façon efficace et qu'ils puissent rester justement en communication avec leur environnement le plus longtemps possible et interagir avec l'environnement, avec les pairs, etc. Tout à fait. Je voudrais pas terminer cette entrevue avec des conseils faciles. C'est pas très utile, mais j'en arrive quand même à une chose. Et vous, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais euh, pour commencer, ça dépend de nous, les individus, de notre perception de notre activité physique pour commencer. Si on veut être vraiment en assez bonne forme, je pense que ça dépend de nous pour commencer. Est-ce que vous êtes d'accord et de un avec moi là-dessus? Et d'autre part, si c'est le cas, il y a des choses de base à faire. S'étirer, bouger, marcher, bon, je sais pas, peu importe. Est-ce que tous ces éléments-là contribuent justement à une meilleure posture, une meilleure motricité, bon, etc., etc. Évidemment, en fait, ce qu'il faut voir, je parlais d'étudier les comportements humains en silo, éviter de faire ce type de, de recherche-là. C'est-à-dire que si vous voulez être capable de vous déplacer, être le plus indépendant le plus longtemps possible, il faut évidemment, la première chose, c'est d'avoir des muscles en bonne santé. Et pour ça, il faut Mhm. faire de l'activité physique. Être assis dans son divan à faire des mots croisés, c'est excellent pour le cerveau. Par contre, un peu moins bon pour les muscles. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment avoir une
équilibre, en fait, entre justement favoriser tout ce qui est l'aspect cognitif, donc s'assurer qu'on garde l'aspect cognitif bien en santé, et de l'autre côté, évidemment, garder les muscles en santé, garder les articulations en santé et garder, évidemment, son cœur en santé. Donc, à ce moment-là, il faut avoir des activités physiques, qui nous plaisent. Évidemment, si vous me demandez d'aller faire une activité physique qui me plaît pas du tout, ben je vais y aller à reculons à toutes les fois. Et à ce moment-là, j'aurai pas autant d'apport positif de cette activité physique-là. Donc, première chose, c'est de faire une activité physique que l'on aime, avec des gens que l'on aime également, et dans un environnement qui nous convienne. Si je sais, par exemple, que quand je suis dehors en hiver et qu'il y a des plaques de glace partout, j'ai peur de chuter et ça va à ce moment-là enlever justement l'aspect positif de faire cette activité physique-là, ben, je suis peut-être mieux d'aller, par exemple, on sait qu'il y a des groupes de marche dans les centres d'achat, par exemple, qui vont avant l'ouverture des magasins pour faire de la marche. Donc, ça, c'est une chose qui est possible, mais faire une activité qui nous plaise, c'est vraiment la chose numéro un. C'est l'aspect numéro un qu'il faut aller chercher. Et à ce moment-là, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on le fait sans se forcer. Et si on le fait avec des gens qui nous plaisent, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, on a du plaisir à le faire également. Et tout à fait, je comprends. Et j'ai envie de vous demander en terminant, vous marchez combien de pas par jour, docteur Nantel? J'ai un gros chien labrador qui demande au moins 2 heures de marche par jour. Alors, en termes de pas, je pourrais pas vous le quantifier, mais et je m'entraîne beaucoup à la course à pied également. Donc, on parle de plus de 10 000 pas par jour, très certainement. Très certainement. Ben écoutez, fort heureux, je ne rivaliserai pas avec vous et votre chien, croyez-moi, mais quand même, je pense qu'effectivement, c'est un très, très bon départ. C'est une question un peu amusante, bien sûr, mais c'est un très, très bon départ pour parler justement de ce que vous faites au Savoir Montfort. Merci énormément, docteur Nantel. Ça a été fort agréable de vous recevoir à Encore-Jeune. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour cette édition un peu physique ou physiologique, tiens, de Encore Jeune. Ça nous arrive de temps en temps de plonger dans ce domaine-là. Je pense que ça fait du bien également. Et d'autant plus que maintenant, vous en savez un peu davantage et vous savez aussi quoi faire et quoi ne pas faire et de quoi il faut être absolument conscient pour être en bonne forme physique. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine.